Qu'est-il arrivé au nom de Darwin? Dans tous les débats économiques et politiques qui ont émaillé le XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, le terme darwinien a peu à peu été associé aux tenants du libéralisme économique et aux doctrines prônant l'inégalité de droits entre les individus et les peuples. Depuis un siècle et demi, partisans du laisser-faire ou théoriciens racialistes se sont réclamés de Darwin pour justifier une politique ou une organisation sociale. Or, rien n'est plus opposé à cela que les positions personnelles et théoriques de Darwin. L'expérience nous montre malheureusement combien il faut de temps pour que nous considérions comme des semblables des hommes qui diffèrent considérablement de nous par leur aspect extérieur et leur coutume. Que s'est-il passé? Il y a d'abord un contexte économique, scientifique et idéologique. L'Angleterre du XIXe siècle poursuit sa révolution industrielle. Elle s'accompagne d'un exode rural massif et de l'apparition de la classe ouvrière, du prolétariat, qui a quitté la terre pour les usines. Dans l'Angleterre aristocratique et hiérarchisée, c'est la naissance d'une nouvelle classe sociale. En parallèle, le travail sur les animaux domestiques se rationalise. Des éleveurs mettent au point des techniques d'amélioration des espèces par croisement et recroisement de spécimens choisis, jusque pour les animaux de compagnie et de loisirs, et les célèbres chevaux anglais qui montrent la virtuosité des éleveurs. C'est aussi l'époque où l'empire colonial britannique est le plus vaste du monde. Et Darwin? Darwin est un homme de son temps. Comme tous ses contemporains, il pense en termes de race et croit sans doute en la supériorité de la civilisation occidentale. Mais il est profondément humaniste. Tout au long de sa vie, Darwin a défendu des positions anti-esclavagistes et l'aide aux plus démunis. Peut-être y a-t-il là l'influence d'un grand-père farouchement en faveur de l'abolition de l'esclavage. Darwin est surtout avide de savoir et de connaissances. Il connaît les théories économiques de son époque. Entre autres, il est un lecteur de Thomas Malthus et s'en inspirera pour comprendre les mécanismes de l'évolution. Malthus prédit, à l'aide de formules mathématiques, que la population humaine croît plus vite que les ressources dont elle dispose. Il en tire des préconisations politiques et sociales qui visent à un strict contrôle des naissances, notamment pour les catégories les plus pauvres de la population, afin que seules les classes qu'il considère comme supérieures puissent se reproduire. Contrairement à Malthus, Darwin est partisan de donner les mêmes chances à tous, quelle que soit son origine, sa culture, sa classe sociale. Et Darwin précisera bien la différence de sa pensée théorique avec la démarche de Malthus, politique, elle, est liée à un projet de société. Après sa lecture de Malthus, Darwin écrira « J'étais soucieux d'éviter les préjugés. » J'en sors l'origine des espèces, c'est un coup de tonnerre. La première édition s'épuise en une journée, comme si tout était prêt pour accueillir sa théorie. Il est partisan d'une science conforme au récit de la Bible et la rejette. Mais une série de penseurs de sensibilité opposée s'en emparent immédiatement. Marx y décèle tout d'abord un formidable argument matérialiste contre la religion et la mise en œuvre d'une pensée rationnelle appliquée vivement. D'autres y voient au contraire un argument majeur en faveur d'un projet politique d'inspiration malthusienne ou du libéralisme économique. Parmi eux, le sociologue et ingénieur Herbert Spencer s'enthousiasme pour les idées de Darwin, alors très mal comprises. Il prône leur application à l'ensemble de la société, en remplaçant la sélection naturelle par une série de déréglementations. Le laisser-faire en matière économique et sociale aboutirait, selon lui, à une amélioration globale de la société humaine. En réalité, pour Darwin, la sélection naturelle n'améliore pas les espèces vivantes. Elle les transforme sans aucune finalité morale ou idée de progrès. Et surtout, Darwin ne cherche pas à appliquer ses théories en dehors de son champ d'études. Il se considère avant tout comme un scientifique, dont la démarche doit être détachée de la morale ou de la politique. Darwin ne répond pas à Spencer, en tout cas publiquement. Ses seules réactions se trouvent dans son autobiographie. Ces généralisations ne me semblent pas susceptibles de moins d'usage théorique. Elles n'ont aucune utilité. Un autre théoricien s'empare de la théorie de l'évolution pour l'appliquer à l'homme, Francis Galton. Anthropologue, statisticien, géographe,
Galton est le cousin de Darwin. Raciste, persuadé d'une hiérarchie de valeurs entre les groupes humains, Galton élabore toute une série de procédés biométriques sur le modèle des fils anthropométriques qui permettent, selon lui, de repérer les caractères psychologiques et comportementaux sur la seule base de l'apparence physique. Radicalisant les idées de Malthus, Francis Galton est l'inspirateur principal d'un mouvement, l'eugénisme, qui prône l'encadrement strict de la reproduction humaine en vue de l'amélioration de l'espèce, à l'aide de politiques de stérilisation, de strict contrôle des mariages ou de restriction de l'immigration. Des politiques eugénistes seront malheureusement mises en application à des degrés divers dans de nombreux pays et trouveront des décennies plus tard un aboutissement tragique dans l'Allemagne nazie. Pas plus qu'avec Spencer, Darwin ne prend publiquement position pour les idées de Galton. Darwin est prudent. Ses prises de position dans le champ politique et social sont humanistes. Pour lui, les considérations morales ne doivent pas rentrer en ligne de compte dans sa recherche scientifique. 11 ans après l'origine des espèces, Darwin publie un ouvrage spécialement dédié à l'espèce humaine, dont la première traduction en français aura pour titre « La descendance de l'homme ». Ce sera la véritable contribution anthropologique de Darwin. Il y développe l'idée qu'il n'y a pas de rupture entre l'homme et les animaux, mais continuité. Il va même beaucoup plus loin. Darwin s'intéresse aux instincts sociaux. Il démontre que l'affection parentale, la sensibilité au jugement des autres et le comportement d'entraide constituent des avantages sélectifs, comme c'est le cas dans de nombreuses sociétés animales. Et tous ces ingrédients, combinés à des capacités de raisonnement, de mémoire, suffisent à expliquer l'émergence des cultures et des civilisations humaines. L'état de civilisation comprend des règles de vie en société fondées sur l'altruisme et la solidarité. Ces règles s'opposent justement à l'élimination des moins aptes. Dans l'état de civilisation, la lutte pour la vie se fait moins féroce. C'est ce que le philosophe Patrick Thor appellera un siècle après l'effet réversif de l'évolution. Mais en 1871, quand la descendance de l'homme paraît, il est déjà trop tard. Le nom de Darwin sera pour longtemps associé au libéralisme économique et au projet eugéniste d'amélioration de l'espèce humaine. Ce n'est que bien plus tard que la vérité de Darwin et de sa théorie sera rétablie. Darwin aura durablement ouvert la voie à une façon radicalement nouvelle de se représenter l'histoire des hommes et de la nature en général. J'ai trouvé quelque chose.